OK, coué tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Coué Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'on reçoit un premier co-animateur officiel, John Evan Kukuchi. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super. John, t'étudies en sciences politiques présentement? Oui, je termine en mois de décembre mon baccalauréat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Ah ouais. Et j'habite en ce moment à Gatineau pour mes études. Bon, génial. Content que tu sois avec nous. Puis si jamais tu aimes le projet puis tu veux continuer à faire de l'animation, le projet Coué Podcast, c'est ça l'idée, c'est d'amener les jeunes à s'impliquer. Puis là, aujourd'hui, on a un invité très spécial pour toi, François-Philippe Champagne, qui est député de Saint-Maurice-Champlain, c'est ça? Exactement, bon. Brad. On parlait de 26 000 km. 37 000 km². C'est plus grand que la Belgique. T'sais, pour que le monde se situe, là, la Belgique en Europe, c'est plus grand que la Belgique, le comté de Saint-Maurice-Champlain. Donc, toute la communauté Atikamekw, quasiment. Ouais. Parce qu'on a Wemotaci, Obidjwan. Manouane est avec nous de cœur, mais c'est dans un autre comté dans fédéral. Oui, exactement. C'est dans l'autre comté, du côté de Joliette. Mais félicitations, John, d'abord. Hein? Première fois qu'on se rencontre. À part ce matin, quand on s'est croisés, qu'on ramassait des fonds pour l'hôpital. Mais c'était un plaisir. Puis Brad, bienvenue chez nous. Puis moi, je ne sais pas si je pourrais me qualifier comme co-animateur, mais vous m'aurez comme invité aussi souvent que vous voudrez. Bon, ben super, on apprécie. On apprécie. Premièrement, vous êtes ministre. Oui. Donc, quel ministère exactement vous occupez présentement? Oui, présentement, je suis ministre de la Science, l'Innovation et l'Industrie. C'est un peu comme le ministère de l'Économie au Canada. Mais moi, j'ai commencé, j'en ai fait quand même plusieurs dans les dernières années. C'est ça, j'en ai fait un bon CV. J'ai commencé d'abord ici, parce que moi, j'ai habité 20 ans en Europe. Je suis revenu dans mon patelin de Shawinigan en 2013. J'ai fait 2 ans de campagne, avant même que la campagne commence. Puis les gens, quand je me présentais, je disais « Bonjour, mon nom, c'est François-Philippe Champagne. Je me présente aux élections fédérales. » Puis le monde me regardait et disait « Il n'y en a pas d'élection. Je vais en avoir une un jour. » Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis évidemment, faites le chemin. Après ça, secrétaire parlementaire aux finances. Donc, les 2 premiers budgets du premier ministre Trudeau. Ensuite de ça, j'ai été ministre du Commerce international, donc les accords à l'étranger. Ministre de l'Infrastructure, donc le pont Champlain. Hein, ça vous dit peut-être quelque chose, ceux qui vont vers Montréal. Après ça, ministre des Affaires étrangères. Donc, durant la pandémie, le rapatriement, s'assurer qu'on soit là pour les Canadiens qui étaient un peu partout à l'étranger. Puis plus récemment, bien évidemment, là, ministre des Sciences, Innovation et de l'Industrie. Qu'est-ce que ça fait dans son quotidien, un ministre? Ça travaille. Ah oui, ça travaille fort. Ça travaille fort. Ça commence de bonne heure puis ça finit tard. Ça a plusieurs facettes. Quand on est ministre, évidemment, c'est le gouvernement. Donc, il y a des responsabilités, ce qu'on appelle ministérielles. Mais dans notre système parlementaire à nous, on est aussi député. Donc, on partage un peu notre temps entre le représentant des gens, comme ici de Saint-Maurice-Champlain, et en même temps, les responsabilités ministérielles, parce qu'on fait partie d'un gouvernement. Donc, puis aussi quand la Chambre siège. Hein? Fait que des fois, je me partage en 3. Des fois, j'ai l'impression... Des fois, je suis le député. Des fois, je suis le ministre. Des fois, je suis le parlementaire. Puis quand j'arrive à la maison, je suis le chum. Alors, tu sais, c'est une vie souvent avec 4 volets où on essaye de concilier tout ça. La conciliation travail-famille, c'est pas simple. C'est pas simple pour personne, mais c'est pas simple non plus pour les élus, surtout quand on a un grand territoire. Parce que notre comté, à nous, c'est l'un des plus grands au Canada. De mémoire, là, ça fait partie des 4-5 plus grands comtés au pays. Hein, avec les territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Nunavut. Ça fait partie de ces grands comtés-là parce que quand même, c'est pour donner une perspective à ceux qui nous écoutent, c'est 8 heures nord-sud en camion. Donc, si on part de l'extrémité, Trois-Rivières, ça va en haut. On va jusqu'à Clova, Casey, en haut du réservoir Gouin. Ouais. Puis les territoires non organisés. Fait que John, tu sais un peu parce que c'est encore plus haut que Wemotaci. On parle de quelques heures encore quand on continue de monter. Il y a moins de monde, mais c'est quand même, tu sais, la communauté d'Obidjwan, par exemple, où on est, qui font partie du comté. Donc, moi, je me rends là à l'occasion, évidemment. On organise ça avec le CNA. Moi, j'ai toujours travaillé beaucoup avec le Conseil de la Nation Atikamekw, puis c'est comme ça. Nos bureaux sont justement dans l'édifice du Conseil de la Nation Atikamekw, puis on partage la même salle de conférence. Alors, c'est facile de se coordonner quand on fait des choses. Est-ce que tu peux me parler du début de relation avec le Conseil de la Nation Atikamekw? Parce que tu dis que tu es revenu en 2013. Oui. Donc, est-ce que tu es tout de suite rentré en relation avec le Conseil? Ou... Bien, ça a commencé avec des amitiés. Tu sais, je peux penser à Danny Shilton, je peux penser à Constant Washish. Constant Washish, qui est le grand chef de la Nation Atikamekw. Danny, qui est un ami. Quand je me suis même présenté au début, j'ai pris le temps de m'asseoir avec eux. Parce que moi, j'ai fait ça avec beaucoup d'humilité. On ne peut pas arriver en politique, prétendre qu'on sait tout,
puis certainement encore moins quand on parle des questions autochtones. Alors, on a passé du temps à se connaître. On ne se connaissait pas, mais on a passé du temps à se connaître, à se parler, à s'écouter, certainement dans le respect. Et pour vous dire même, Danny Shilton, à l'époque, c'est lui, quand j'ai lancé ma campagne en 2015, qui a fait le discours, je pense, d'ouverture pour me présenter, et un bout même en Atikamekw. Pourquoi? Parce que moi, je voulais envoyer un message. Je voulais que les gens de Saint-Maurice-Champlain, Saint-Maurice-Champlain, c'est une partie de Trois-Rivières, Shawinigan, Latuc, les grands centres, mais aussi ce qu'on appelle Saint-Tite. Donc, c'est ce qu'on appelle Mekinac, la MRC de Mekinac et Deschenaux. Mais pour moi, c'était plus qu'un symbole, c'était un message. Je voulais que les gens réalisent chez nous qu'on avait une grande communauté atikamekw chez nous. Et ça a marqué les esprits. Et la preuve, quand je me suis représenté en 2019, c'est le grand chef de la nation atikamekw qui, lui, a pris le relais, qui a fait le premier discours avec une partie en atikamekw. Et j'ai toujours trouvé ça un symbole fort qu'on continue de le faire. Et en 2015, je pense, quand je m'étais présenté, j'avais fait un autre pas qui était de traduire mon site web. Et les gens à l'époque me disaient, mais pourquoi vous feriez ça? Bien, je disais, écoutez, s'il y a 5-6 000 personnes dans le comté qui parlent atikamekw, ce ne serait pas quelque chose de normal qu'on puisse leur parler. Bien, parler, c'est un grand mot parce que je ne parle pas la langue, mais je voulais que les gens puissent se retrouver un peu. Tu ouvres un site puis c'est en atikamekw, bien, il me semble que c'était déjà plus agréable. Puis pour moi, c'était un début de marquer le respect et de dire on va travailler ensemble. Là, on est en pleine campagne électorale présentement. Juste de l'autre côté de la porte qu'il y a là, on le voit pas, mais il y a plusieurs personnes qui travaillent. C'est quoi qu'ils font, ces gens-là, présentement? Ils recueillent des noms, ils font des sondages? Bien, durant une campagne électorale, une des choses qui est importante, c'est d'abord de communiquer avec les électeurs. Fait que les postes de travail qu'on voit là, c'est des bénévoles. Hein? Vous savez, la politique, les gens oublient souvent que ça commence avec beaucoup de bénévoles. Hein? Moi, j'ai des bénévoles. C'est des gens qui viennent et qui contactent les électeurs, les électrices. D'abord pour savoir s'ils sont satisfaits du travail que je fais. Le cas échéant, s'ils ne sont pas satisfaits, bien, on recueille leurs commentaires pour essayer de faire mieux. Et en même temps, bien, ça nous permet d'identifier ceux qui seraient plus favorables à ma candidature comme député de Saint-Maurice-Champlain pour la prochaine élection. Fait que pour moi, il y a une partie écoute, il y a une partie informée aussi, parce que des fois, les gens vont nous poser des questions sur des programmes. Puis il y a une partie aussi d'agrandir le groupe de citoyens et citoyennes qui m'appuient pour pouvoir continuer ensemble. Est-ce que vous avez présentement un peu de difficulté avec la campagne de Justin Trudeau qui est quand même... il y a quand même des frictions là, au niveau des vaccins, au niveau du passeport. Est-ce que ça vous cause des difficultés dans votre campagne à vous? Bien, c'est normal. Puis moi, une campagne, pour moi, il y en a qui disent j'ai 51 ans, il y en a qui disent ça fait 45 ans que je suis en campagne. Parce que j'ai toujours été... d'abord, je me suis impliqué dans les affaires étudiantes, je me suis impliqué au cégep, je me suis impliqué à l'université, je me suis impliqué dans les parlements jeunesse, autant à Québec qu'à Ottawa. Donc, j'ai toujours été intéressé par la chose publique. Hein? Même je suis parti en Europe, j'étais parti pour mieux revenir. L'idée, je m'étais dit, je vais essayer d'accumuler un bagage différent d'expériences, de connaissances, et d'essayer de le ramener chez nous. Dans toutes les campagnes, il y a des enjeux. Hein? C'était vrai en 2015, c'était vrai en 2019, c'est probablement vrai dans toutes les élections, soit fédérales, provinciales ou même municipales. Il y a toujours des enjeux qui, des fois, peuvent polariser ou non. Et puis c'est normal, ça fait partie de la démocratie où les gens peuvent s'exprimer. Je dirais qu'en région, ce qui est un peu particulier quand on regarde le monde urbain et rural, dans le monde plus rural en région, les gens s'identifient beaucoup au candidat ou à la candidate. Moi, les gens ici, quand ils me voient dans la rue, je pense, ils voient François-Philippe Champagne. Hein? Les gens me reconnaissent au IGA, les gens me voient au Family Prix, les gens me voient au Ultramar, puis ils m'arrêtent. Pour moi, c'est constant. C'est pour ça que quand on parle de campagne, ça me fait toujours sourire. Parce que dans un grand comté comme le nôtre, tu ne peux pas communiquer avec les gens pendant 30 jours. 30 jours, ce n'est même pas le début de quelque chose. Moi, ça fait probablement 10 ans que je suis en interaction. Alors, c'est un continuum de communiquer. Et je pense que quand on communique avec les gens, quand on les écoute, quand on les respecte, c'est là où ils se nouent, j'allais dire, une relation un peu spéciale. Moi, je dirais avec toute humilité, je pense que les gens ici connaissent plus le candidat, probablement que, mettons, le parti. Évidemment, les chefs sont connus, mais les gens s'identifient beaucoup à leur candidat. Et ça, c'est plutôt vrai en milieu rural qu'en milieu urbain. Parce que souvent, en milieu urbain,
si vous êtes à Toronto ou Montréal, peu de gens ou moins de gens, je dirais, vont connaître leur député. Mais c'est plutôt le cas quand on est en milieu rural ou régional parce que c'est une figure que les gens reconnaissent plus. En tout cas, c'est mon expérience personnelle en politique. Oui. Ben, avant, tu sais, moi, je voulais savoir côté, parce que tu disais que tu étais né à Greenfield Park, qui est en rive sud de Montréal. Puis par la suite, vous avez vos parents, vous ont déménagé ici à Shawinigan. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire de ta jeunesse, tu sais, quand tu étais allé à l'école primaire, à l'école secondaire, puis au cégep aussi, probablement. Je ne sais pas si tu as été au cégep, puis aussi quand tu étais allé à l'université, parce que tu as choisi d'étudier en droit. Et ta maîtrise, tu es allé étudier aux États-Unis. Oui, c'est ça. Bien, j'ai toujours trouvé ça drôle que dans mon passeport, ça marque Greenfield Park. Parce que je suis content que tu dises c'est où, John, parce que pendant longtemps, quand j'étais jeune, je ne savais même pas c'était où Greenfield Park, vraiment, dans un sens que je pense que c'est juste que ton passeport identifie ce qu'il appelle le lieu de naissance, donc l'hôpital où je suis né. Pourquoi ma mère était à l'hôpital Charlemagne cette semaine-là où je peux pas... Ben, écoute, je pense qu'en tout cas, c'est pas une place que j'ai connue, même dans mon enfance, pour moi, parce que c'est pas quelque chose que je connais, puis même, je pense que ça devait être une très brève période où ma mère a habité là, où mes parents habitaient là. Donc, c'est vraiment... C'est toujours... Ça me fait sourire. Puis aussi, je vous dirais ça parce que ma conjointe d'aujourd'hui, qui vient de Québec, elle aussi est née à Greenfield Park. Ah, ouais? Puis on rit toujours parce qu'on est tous les deux, on n'a rien à voir avec Greenfield Park, mais c'est ce qui est marqué dans mon passeport. Alors, il faut croire que je suis né à Greenfield Park. C'est la cause départ de Monopoly de votre vie. C'est drôle dans la vie, tu dis ça, mais... Et moi, je suis né en 70 et mes parents se sont divorcés en 70. Hein? Alors, ça vous donne une idée. À l'époque, ben, c'est ma mère, parce qu'à l'époque, il y avait moins de gardes partagées. Je pense qu'au début de la loi sur le divorce, c'est dans ces années-là. Donc, je suis parti vivre à Québec avec ma mère jusqu'à l'âge d'à peu près 15-16 ans. C'est là que j'ai fait l'école élémentaire. L'école secondaire, où je suis allé aux Jésuites, ce qu'on appelait les Jésuites à Québec à l'époque. Ensuite de ça, je suis revenu ici. Parce que moi, mon père est d'ici, ma famille. Ma grand-mère, c'était une famille de... J'essaie de me rappeler des fois, là, il était plus que 10 enfants. Ma grand-mère avait même ce qu'il appelait le dépanneur près de l'usine. C'était une famille... Mon oncle a joué de la musique, qui était aveugle. Donc, c'était une famille qui était reconnue, j'allais dire, dans le sens... Les Champagnes, c'était connu. C'était une grosse famille. Mon oncle jouait de la musique. Les frères travaillaient à l'Alcan. Donc, c'était une famille ouvrière d'ici. Alors, à l'âge de 16 ans, moi, je suis revenu vivre ici. Je suis allé au Collège de la Flèche, à Trois-Rivières. Et ensuite de ça, ben, je me suis lancé dans des études de droit. Ça m'avait toujours passionné. Et puis, et l'histoire veut qu'une fois, je m'étais dit, c'était au début de l'ALENA. Tu sais, si vous vous rappelez, à l'époque, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, puis on va être honnête, là, mes notes étaient tellement moyennes que je me suis dit, comment je vais me trouver une job? Hein? Parce qu'à l'époque, c'était pas la pénurie de main-d'œuvre qu'on avait, c'était la pénurie d'emploi. Ben, c'était dur de trouver une job dans ce temps-là. Moi, j'ai fini en 92. Puis de la garder aussi. Ben, de la garder. Il y avait la course au stage. Il n'y avait pas tant d'emplois que ça. Alors, j'ai vu, puis là, je vous le dis, ça va vous faire rire, j'ai vu sur un babillard qui avait une université que j'avais jamais entendu parler de ma vie, qui s'appelait Case Western Reserve University à Cleveland. Et il offrait une maîtrise en droit américain. Alors, à l'époque, je sais que ça va sembler drôle pour les jeunes d'aujourd'hui, mais sur les babillards, il y avait comme des petits cartons que tu déchirais. Alors, tu connu ça, John? Alors, j'ai déchiré le petit carton. Et là, j'ai appliqué. Il n'y avait pas d'Internet, je pense, à l'époque. Alors, je sais pas, j'ai écrit ma lettre, tout ça. Puis je me rappellerai toujours, je suis allé chercher un mandat de poste de 50 $ américains. Il fallait que tu ailles au bureau de poste dans le temps. J'ai mis ça dans l'enveloppe. Mais mes notes étaient tellement moyennes que, tu sais, Alors, genre, 3 semaines plus tard, je reçois une lettre. C'est marqué Case Western Reserve University. Je rouvre ça. C'est marqué en anglais, tu sais, on a le plaisir de vous informer que vous avez été accepté. J'étais tellement incrédule, je le croyais tellement pas que j'ai appelé. J'ai dit bonjour, j'ai dit écoutez, je viens de recevoir. Êtes-vous sûr? Avez-vous bien regardé mes notes? Puis ça. Puis j'allais dire, comme vrai Américain, ils m'ont dit if you got the letter, you got accepted. Ça a fini là. Fait que j'ai dit OK, je suis parti avec ma Volkswagen, avec un chum. On a monté à Cleveland. Je savais pas c'était où Cleveland, honnêtement. Là, c'est dans le coin du lac Erie. On est descendu à Cleveland avec ma Volks. Et puis, ça a commencé l'aventure parce que mon anglais était pas mal moyen. Et puis, et voilà. Et ça m'a amené après ça
un confrère de classe vivait en Italie. Il me dit, écoute, as-tu une job? Ben, je dis non. Alors, j'ai commencé à travailler aux États-Unis. Après ça, Un quoi? j'avais un collègue qui était avec moi, puis lui travaillait déjà, c'était un Italien, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers dans ma classe. Et lui, il m'avait dit, écoute, ça te tente-tu de venir travailler dans la compagnie pour laquelle il travaillait, où il y avait des avocats? J'ai dit oui. Et de là, le fil en aiguille, une fois, ils m'ont dit, écoute, on déménage en Italie, ça va vous faire rire. Fait que moi, je pensais que c'était un voyage d'affaires, j'avais 24 ans. Fait que j'ai dit, hey, oui. Fait que là, 2 jours avant de partir, il me dit, t'as-tu vendu tes affaires? Je dis, pourquoi je vendrais mes affaires? Ils disent, on déménage dans 2 jours. Je dis, moi, je n'avais pas compris qu'on déménageait. Je pensais qu'on partait en voyage. Non. Ils disent, on déménage, là. Puis on revient pas. On revient pas. C'est une job d'un an. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ouais. Puis là, j'ai fait semblant de négocier. J'ai dit, je vais y penser. Oui. Écoute, j'avais rien. J'avais 2 valises. Fait que j'étais là, j'ai rien à vendre. Fait que je suis revenu dans l'après-midi. J'ai dit, j'accepte. Ça devait durer 1 an. Ça a duré 5 ans. Puis de là, après ça, la compagnie a été rachetée par une compagnie en Suisse. J'ai habité 10 ans en Suisse. Ensuite de ça, j'ai habité 5 ans à Londres. Fait que ça a été 20 ans de ma vie. Suisse, hein? À Genève? Non, à Zurich, de la partie allemande. Ouais, plus à l'est, là? Oui, c'est ça. Qui touche à l'Allemagne un peu. C'est pour ça qu'il parle le suisse-allemand dans cette partie-là. Puis j'ai jamais réussi à l'apprendre. C'est malheureux. C'est difficile à apprendre. J'ai appris l'italien, là. Mais le suisse-allemand, je peux comprendre quelques mots, là, mais non, malheureusement, c'est un dialecte qui est plus difficile, je pense, à apprendre. Mais, puis en Italie, dans quelle région? À Gênes, au nord. Écoute, si j'y retournais aujourd'hui, ça me ferait bien plaisir, mais j'étais jeune, j'avais 24 ans. Pour moi, c'était comme, bon, OK. Mais ça a été toute une aventure de vie. J'ai appris l'italien parce que j'avais pas le choix. J'allais dîner le midi, puis j'étais le seul non-italien dans toute la compagnie. Fait que les gens venaient dîner avec moi, mais après 2 minutes, ils switchaient tout en italien. Fait que où j'apprenais, ou je mangeais tout seul. Fait que j'ai appris. Et de là, ça m'a appris aussi, si je repense à ma relation avec les Atikamekw, l'ouverture vers l'autre, différentes cultures, différentes langues. Moi, j'ai eu besoin de me réinventer, de m'intégrer souvent. Je suis parti de Québec, je suis venu à Trois-Rivières. De Trois-Rivières, je suis allé à Montréal. De Montréal, je me suis retrouvé à Cleveland. De Cleveland, je suis parti à Gênes. De Gênes, je suis parti à Zurich. De Zurich, je suis parti à Londres. Puis de Londres, je suis revenu à Shawinigan. Fait que, dans ma vie, m'intéresser à l'autre, apprendre de l'autre, différentes langues, différentes cultures. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas la même personne si je n'avais pas vécu ces expériences-là. De vivre à l'étranger, de devoir aussi m'intégrer dans une... d'apprendre de différentes cultures, différentes façons de faire. Je pense que ça me sert aujourd'hui. Et côté politique, parce que vous dites, je sais pas si on se tutoie, hein? On est en famille. Là. Parce que tu disais que tu étais impliqué dans la politique quand tu étais arrivé au secondaire, etc., à l'université. Tu t'impliquais plus, mettons, côté aspect social des écoles. Est-ce que côté politique, tu te voyais quand tu étais à l'université faire de la politique, dans le fond? Comment est-ce que tu t'es... Mais je pense que c'est même, là, il y a des amis qui sont ici avec nous dans le local qui vous diraient, je pense que c'était même dans mon livre. Tu sais, quand un livre de finissant en secondaire 5, là, je pense que c'était écrit. Ce gars-là va faire de la politique. Je pense que c'était... moi, j'ai toujours été passionné par ça. J'ai toujours senti... c'est drôle, je vais vous dire une chose qui vient vraiment de l'intérieur. Rarement dans ma vie, je me suis levé le matin en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour moi, tu sais, ou moi seulement, ou ma famille. J'ai toujours été préoccupé pour la communauté, pour le pays, de dire... Tu sais, j'ai rarement vu les intérêts comme étant des intérêts personnels, mais plutôt des intérêts de société. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours... Même quand j'étais jeune, écoutez, le Parlement jeunesse, il faut que je vous dise, c'était du 26 au 30 décembre, au grand désespoir de ma mère. Parce que ma mère, elle me disait toujours... Je pense que j'ai fait ça de l'âge de... Je sais pas c'est quel âge, de genre de 14 ans à 18 ans. Là. Puis à tous les Noëls, je faisais ça. Et ma mère me disait toujours, mais quel enfant j'ai eu? Comment un enfant peut vous passer du 26 au 30 décembre à l'Assemblée nationale à parler de politique? Mais je sais pas pourquoi. Moi, c'était un moment fort des vacances de Noël. Aux grandes dames de ma mère. Hein, parce qu'elle aurait voulu que je reste à la maison, puis... Comme j'étudiais, elle voulait que je sois là. Mais c'est ça, il y a eu comme une piqûre, une flamme. Tu sais, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui. Tu sais, je regarde beaucoup de jeunes.
il y en a beaucoup qui ont ce sentiment-là de changer des choses. Tu sais, quand j'étais jeune, on rêvait de refaire le monde aussi. Tu sais. On manifestait, nous autres aussi. On exprimait nos idées. Bon, on avait la connaissance qu'on avait. Là, on avait 16 ans, 17 ans. Donc, c'est sûr que mais on avait des idéaux. Et moi, je pense que c'est tellement important. Tu sais, aujourd'hui, si on veut rendre la politique plus ouverte, plus inclusive, tu sais, moi, je pense, nous, on essaie de réformer les heures où on siège, la façon. Tu sais, si on va attirer des jeunes familles, il faut que ça change. Parce que le modèle actuel n'est pas nécessairement le modèle le plus facile. C'est vrai que la pandémie, avec le virtuel, ça rend les choses plus faciles de concilier travail-famille. Parce que oui, c'est un rôle de député, mais on a tous aussi une famille. Et je pense que si on va attirer aussi, par exemple, des jeunes femmes, il va falloir qu'on soit meilleur à ça. Mais ça va... Je pense, nous autres, on va essayer de le faire. Mais j'ai confiance à toi, John, puis ta génération de faire pas mal mieux que nous autres. Merci. Puis, changer un peu de sujet, mais peut-être plus parler un peu de ce qui se passe actuellement puis ce qui va se passer dans les prochaines années. Moi, ça commence réellement à m'inquiéter la cause du changement climatique. Personnellement, je commence à avoir des répercussions sur les animaux, sur les forêts, dans l'Ouest canadien aussi. On en entend beaucoup parler, les feux. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez des idées comment on peut vraiment, réellement, dans les prochaines années, travailler là-dessus? Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a 2 crises existentielles présentement. Il y en a une, c'est le COVID-19, puis l'autre, c'est les changements climatiques. Le COVID-19, ça nous a amené la plus grande crise économique, sanitaire du dernier siècle. Et la solution, ça a passé par la science, la technologie, l'innovation. On a fait un vaccin en 1 an. Les experts vous diraient qu'habituellement, un vaccin, ça prend une dizaine d'années au mieux à découvrir un vaccin pour une pandémie. Les changements climatiques, pour moi, c'est la même chose. C'est tout aussi existentiel. Mais le problème des changements climatiques, d'une certaine façon, pour mobiliser l'opinion publique, c'est que c'est invisible, c'est graduel et les effets ne se font pas sentir de façon égale pour tout le monde, ou même d'un moment. Tu sais, la pandémie, personne n'était protégé. Que tu sois vieux ou jeune, que tu habites à Wemontashi, Obidjwan ou à Montréal, que tu travailles à l'usine ou que tu sois PDG d'une entreprise. Hein? On était tous sur le même plancher. Changement climatique, l'enjeu, je pense, pour mobiliser les gens, c'est que ça ne se fait pas sentir de la même façon pour tout le monde. Il y en a qui le vivent de façon directe. Moi, je vais te donner un exemple, Brad. Je suis allé dans le Grand Nord, au Nunavut. Ouais. Et quand je suis arrivé, ça, il y a une couple d'années, je pense que j'étais ministre de l'Infrastructure, puis c'est drôle, je suis arrivé là, puis je regardais les maisons, puis il me semble que ça penche un peu. Là, j'en regardais une, j'en regardais 2, j'en regardais 3. Tout d'un coup, je demande à la communauté, je dis, mais c'est-tu moi qui rêve ou toutes les maisons penchent un petit peu, tu sais? Ils me disent, oui, boss. C'est à cause des changements climatiques, parce que les pieux sont à 6 pieds. Ah oui. Mais avec le dégel, là, ça commence à changer. Fait qu'il va falloir adapter. Alors, tu sais, il y a des gens qui le vivent plus que d'autres et c'est ça qu'on doit faire. Mais c'est pour ça que toi, puis je regarde John, puis toutes nous autres, il faut se mobiliser. Moi, je dis tout le temps, c'est le E à la puissance 3. Emploi, économie, environnement. Et je vais vous donner un exemple très concret qu'on est capable de faire. Taiga, qui reprend aussi peut-être un esprit. Taiga, qui est une entreprise qui vient s'installer chez nous, qui vont faire des motoneiges électriques et des motos marines électriques. Ouais. Je me dis, il y a un modèle économique où on peut créer de l'emploi. Ça va créer à peu près 500 emplois ici à Shawinigan. Croissance économique. Ils vont faire des dizaines de milliers de véhicules qu'ils peuvent vendre à travers le monde. Puis en même temps, on protège l'environnement. On l'a fait avec Novabus pour les autobus. On l'a fait avec Lyon Électrique. L'avenir est électrique. Et nous autres, ici en Mauricie, on s'appelle déjà la vallée de l'énergie. Moi, j'ai toujours dit, pourquoi on ne vient pas la vallée de l'énergie verte? Hein? Les A d'énergie, par exemple, les bornes de recharge. Tu sais, c'est quelqu'un d'ici qui a parti ça. Alors, moi, je me dis, oui, il faut accélérer la transition énergétique. C'est pour ça qu'on a dit d'abord, on met un prix sur le carbone. Ça prenait du courage. Parce que quand on a mis le prix sur le carbone, Brad, il faut que tu te rappelles, dans le monde, on était un des pays en avance là-dessus. Ensuite de ça, là, on a dit qu'à partir de 2035, il y aura juste des véhicules électriques qui seraient vendus au Canada. 2035, là, pour les manufacturiers, c'est demain. Là. On est en 2021. Quand tu produis des véhicules, là, c'est 6 ans, voire 8 ans en avance, la conception. La troisième chose, on a décidé, je dirais, d'innover. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur Hélicis. Je ne sais pas si tu as entendu ça, c'est au Lac-Saint-Jean. Mais là, au Québec, on va faire de l'aluminium vert.
c'est-à-dire de l'aluminium qui ne produit plus de gaz à effet de serre, ou très peu. On est en train de changer aussi comment l'acier va être fait au Canada pour réduire les gaz à effet de serre. Alors, ce qu'on est en train de faire, là, puis je l'ai fait dans l'aérospatial, moi, quand je me suis assis avec les dirigeants, j'ai dit, demandez-moi pas une subvention pour ajouter 100 000 pieds carrés. Dites-moi, c'est quoi l'aviation dans 30 ans? Et là, c'est là qu'on a dit, bien, c'est la propulsion hybride, c'est les hélicoptères électriques. C'est vers là qu'on s'en va. Alors, moi, ma vision, c'est de dire, prendre des actions immédiates stratégiques, parce que l'urgence climatique, c'est maintenant, mais avec une vision à long terme. Puis moi, je dis toujours aux jeunes, c'est facile à se rappeler, tu sais, le E à la puissance 3, ça marche. L'emploi, l'économie, l'environnement, ça fonctionne. Et nous, on a la chance au Québec, on fait de l'hydroélectricité. On est la province ou le territoire, si on veut, qui produit le plus d'énergie renouvelable dans les 60 États de l'Amérique du Nord. Alors, on a un avantage incroyable parce que si on fait de l'aluminium vert, si tu regardes aujourd'hui ce qu'on a, les téléphones, si on regarde les véhicules, on se positionne comme un leader. Et ça concilie l'urgence climatique avec le développement économique, l'économie circulaire, parce qu'on veut faire de la mine jusqu'au recyclage de la batterie. Tout au Québec. Bien, tout au Canada, parce qu'il y a des choses où on est fort. Il y a d'autres choses comme l'industrie automobile et beaucoup aussi en Ontario, c'est de combiner les deux forces. Mais moi, je vois un avenir là, pour les jeunes. Là. Je regarde John, je me dis, si j'avais une industrie dans laquelle je mettrais mes énergies, c'est tout ce qui est les technologies vertes, parce que ça va révolutionner le monde. Mais est-ce que ça vous inquiète de voir ces feux de forêt-là? Est-ce que ça vous urge vraiment personnellement? Tu sais? Oui, parce que j'aimerais ça que les gens soient aussi préoccupés que je le suis. Des fois, je me demande si les gens réalisent l'urgence climatique. Tu sais, comme je fais pas souvent. Tout le monde. Non. Puis là, je ne me permets pas de faire de politique parce que le but, c'est pas ça, c'est de parler de démocratie, tout ça. Mais il y a quand même un parti national qui, à son dernier congrès, a voté contre la reconnaissance des changements climatiques. Il faut le faire. En 2021, y a-t-il encore du monde qui pense qu'il y a pas les changements climatiques n'ont pas un impact sur la forêt, sur les animaux, sur le climat, sur les humains? Alors, moi, je dis, il y a encore des gens à convaincre. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme vous autres, toi, Brad, puis d'informer les gens. Parce que la meilleure façon, c'est de s'informer. Puis moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour les connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Moi, j'ai souvent pris un moment d'arrêt pour dire, qu'est-ce que vous feriez? Les traditions ancestrales peuvent nous enseigner des choses qu'on aurait besoin d'apprendre, je pense, sur la protection du territoire, sur la gestion du territoire, puis certainement sur la cohabitation. Et en ce qui a trait à l'innovation puis au transport des marchandises, par exemple, c'est avec les paquebots qu'on transporte les marchandises qu'on achète à l'extérieur du Canada, des marchandises qu'on achète à l'extérieur. Est-ce que le Canada voit ou commence à parler de peut-être qu'on commençait à consommer moins l'essence, puis peut-être commencer à parler de l'énergie verte avec les moyens de transport? Tout à fait, puis je suis content, John, que tu en parles. Deux choses. Puis souvent, je réfléchis, là, on est ensemble, on pense. Je dis, les gouvernements peuvent faire, mais les citoyens peuvent faire beaucoup. Hein, parce que comme consommateur, on a tellement un poids important. Je regarde, puis je vais revenir spécifiquement à ta question, mais je regarde un véhicule électrique. Nous, on a eu le courage de dire en 2035, ça sera électrique. Mais savez-vous combien est le pourcentage de véhicules électriques vendus en Amérique du Nord aujourd'hui? Aucune idée. 4 4 Alors, nos valeurs sont là, mais nos comportements de consommateurs ne suivent pas toujours. Alors, c'est pour ça que nous, il faut inciter les gens. Mais moi, je dis souvent, je regarde ma famille, je regarde mes filles, je dis, rappelons-nous que comme famille, on peut le ramener à... Des fois, on regarde ça et on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis on pense que ça va venir d'en haut ou d'ailleurs. Moi, je dis souvent dans notre famille, bien, regardez les filles. Nous, là, on a un pouvoir. On peut acheter local. Hein? Si on veut réduire les gaz à effet de serre sur le transport, pour revenir à ta question, si on achète local, ben nous, on fait le choix d'acheter local. Mais si on faisait tous le choix d'acheter local, il y aurait probablement moins de gaz à effet de serre pour transporter. On prend... Puis des choses simples. Là. Souvent, les gens, ils me disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, tu consommes des légumes puis des fruits qui sont de saison. Moi, je mange des bleuets l'été quand c'est le temps des bleuets ou des fraises. Ça, c'est une valeur traditionnelle. Ah oui. Chez toutes les nations autochtones, là, de respecter la nature et son cycle naturel. C'est ça, vous l'avez compris. Puis c'est là où il faut informer
les gens sur ces façons-là. Comme tu dis, les peuples autochtones, écoutez, il n'y avait pas de transport par avion, puis probablement pas de nourriture par bateau, en tout cas. S'il y en avait, ça ne devait pas être beaucoup, parce que les distances étaient longues. L'autre chose qu'on peut faire, c'est l'économie circulaire. T'sais, moi, j'ai souvent regardé... Recyclage. Ben oui, puis tu sais, est-ce qu'on a tous besoin, par exemple, d'un certain outil? Des fois, je regarde mon garage, puis je me dis, hey, combien le servideur ma perceuse cette année? T'sais? Est-ce qu'on a tous besoin d'une perceuse dans tous nos garages, dans ma rue? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une perceuse pour... puis c'est là le concept des véhicules loués électriques. T'sais, en milieu urbain, est-ce que tu as besoin... Tu sais, moi, j'ai vécu à Londres pendant 5 ans. Je n'avais pas d'auto. J'ai pris le métro. Puis c'est tellement vrai que quand je suis revenu, Brad, tu vas rire, j'ai voulu m'assurer quand je suis revenu au Québec. Puis là, mon assureur me demandait, mais la question, c'était votre preuve d'assurance des 5 dernières années. Bien, j'en ai pas. Ben non, mais il a dit, Monsieur Champagne, c'est pas possible. Ben non, mais je dis, j'en ai pas. Ben non, mais je dis, j'avais pas d'auto. Ben non, mais vous n'êtes pas assurable. Ben non, mais je dis, à Londres, je n'avais pas d'auto. Mais pour vous dire, tu sais, comment on est tellement dans nos pensées puis dans un modèle. Pour eux autres, c'est inconcevable qu'une personne de 40 ans de mon âge, peut-être, ou je ne sais pas quel âge j'avais dans ce temps-là, qui vit à Shawinigan, dit, ben là, vous n'avez pas d'auto. J'en avais pas dans les derniers 5 ans. Là, j'en ai une, mais je n'avais pas. Parce que quand tu es au centre-ville d'une ville, ben, tu peux prendre d'autres choses. Et l'autre affaire qu'on peut faire, John, qui est intéressante, moi, c'est l'hydrogène. Soit l'hydrogène bleu ou l'hydrogène vert. L'hydrogène bleu, on utilise du gaz naturel. On a fait ça à Edmonton. Puis je pense que les communautés, Brad, sont fort intéressées. On produit de l'hydrogène, puis le produit d'hydrogène, évidemment, c'est de l'eau. Mais l'hydrogène, ça peut être un combustible pour transporter des choses, pour le mouvement de marchandises, mais quand c'est lourd. Si tu penses à un camion, tu pourrais peut-être même penser un jour à un navire. Parce que la batterie, c'est bon pour des plus petites distances avec des charges moins élevées. Mais si tu veux prendre un camion qui part de, je sais pas moi, de Montréal ou Québec à Los Angeles, ben c'est sûr qu'avec des batteries, en tout cas, la technologie va évoluer, là, mais ça serait plus facile d'imaginer, par exemple, avec de l'hydrogène. Et c'est là que je pense que le Québec aussi peut se démarquer quand on parle d'hydrogène vert, parce que l'idée, c'est que si tu le produis avec de l'énergie renouvelable, ben là, tu viens vraiment d'éliminer, j'allais dire, au maximum les gaz à effet de serre. Parce que l'idée, c'est aussi des véhicules électriques. Si tu produis ton électricité avec du charbon, ben là, tu fais rien que déplacer le problème. Ça. Mais nous, au Québec, on est chanceux d'avoir l'hydroélectricité comme ça. C'est M. Bourassa qui a pensé à ça. Moi, j'ai souvent donné beaucoup de crédit. M. Bourassa, à l'époque, avait un choix, parce qu'à l'époque, il y avait 2 tendances. Il y avait soit le nucléaire au Québec ou l'hydroélectricité. Puis quand il a fait ce choix-là, je pense qu'il y avait à peu près 30 quelques années. Je sais pas, je pense qu'il devait avoir 35 ans. Ça prenait du courage. Parce qu'à l'époque, la tendance, c'était pas vers l'hydroélectricité, c'était plutôt vers le nucléaire, le charbon. Puis lui, à cette époque-là, a eu cette vision-là. Puis il fallait être visionnaire autour de 35 ans, on peut vérifier, là, de dire non, le Québec, ça sera de l'hydroélectricité, puis lancer les grands chantiers de la baie James. C'est fou, hein, pareil. Ouais. Avez-vous déjà vu la grande, grand barrage? Je suis allé, je ne sais pas si c'est celui-là que j'ai vu. Je suis allé à 2 reprises, mais là, j'essaie dans ma mémoire de me rappeler où je suis allé exactement. Mais le réservoir Robert Bourassa, qui est un des Oui, je ne suis pas sûr que je suis allé jusque-là. Je suis allé un petit peu avant parce qu'il aurait fallu prendre un peu plus de temps. Mais quand tu vois ça, c'est là où... Puis ça, je suis content que tu en parles, Brad, parce que vous, les Premières Nations, vous le vivez. Vous comprenez que le Québec aussi... Tu sais, souvent, les gens qui habitent en milieu urbain n'ont pas eu l'opportunité de voir ces grandes œuvres-là. Tu sais, souvent, je demandais aux jeunes, ça vient d'où l'électricité? Puis les gens me regardaient, bien, ça vient de la prise. Tu sais. Non, c'est ça. L'électricité, ça vient d'une centrale qui produit avec un barrage. Puis, tu sais, réconcilier, je disais, des fois, les gens avec le territoire, tu sais, de découvrir le Québec, découvrir le pays. Mais tu sais, les barrages, ça pas, je veux dire, c'est bon, là, dans le sens où c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie qui a été bâtie pour... qui n'aimaient pas de gaz à effet de serre, sauf que pendant une certaine époque, mettons les Atikamekw de Baie-James que vous devez connaître, ils ont eu des problèmes reliés à ça, à l'eau qui est montée, tu sais, puis les poissons qui mouraient, puis après ça, les déplacements en hiver étaient rendus complexes parce que où il n'y avait pas de lac, mais là, il était rendu avec un lac. Après ça, les caribous, tu sais, ça a quand même causé beaucoup de problèmes pour certaines nations à une certaine époque. On ne peut pas se le cacher quand même. C'est sûr que là, aujourd'hui, c'est stabilisé, mais quand on parle aux aînés, par exemple, au Baie-James, ben, il y en a qui ça avait vraiment les toucher profondément. Tu sais, ça a détruit certaines communautés en entier. Là, des fois, ça a été tassé. Tu sais. C'est là qu'il faut apprendre. Tu
C'est pour ça quand on parle de développement aujourd'hui, puis des consultations, pourquoi il y a des consultations? Des fois, il faut informer les gens, justement parce que tu viens de dire, Brad, à une certaine époque, ça se faisait pas comme ça. C'était probablement plus cavalier. Il y a quelqu'un qui décidait, j'imagine, dans son bureau avec un plan, qui regardait une carte et disait, bon, ben, le réservoir va être là, le barrage va être là. Aujourd'hui, heureusement, on est en 2021, on a appris qu'on peut concilier les deux. On peut concilier développement économique, développement des ressources naturelles, mais en respect du territoire, en respect des gens qui y vivent, en respect de la nature, en respect des animaux. Il n'y a rien de parfait parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui consomme de l'énergie. Il faut la produire d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, je pense qu'on a appris comme peuple à concilier plus d'éléments. Plutôt qu'à l'époque, je suis pas mal convaincu que ça devait être quelqu'un dans son bureau rock'n'roll, c'est ça, là. Qui devait décider où c'était sans... Puis la Drave aussi. La Drave sur le Saint-Maurice ici, c'était rock'n'roll aussi. Ça a détruit des habitats. Puis, mais bon, je suis bien content qu'on soit dans une autre époque. Oui, moi aussi. Mais avais-tu une autre question concernant l'environnement? Parce que moi, j'ai une autre... Ouais? Allez-y. Ouais. OK, vas-y. Mais dans le fond, moi, à Wemotaci aussi, on a été touché par la construction d'un barrage, le barrage Rapide Blanc, qui est au kilomètre, je m'en souviens plus, mais c'est sur la route 25, c'est sur la Saint-Maurice. Puis ça a inondé une ancienne réserve qui s'appelle Coucou-Cache ou Coucache. Puis ça l'a fait en sorte que les habitants de cette ancienne réserve, cette ancienne communauté, ils ont été déplacés plus loin vers la montagne. Parce que l'eau elle a monté, puis ça a créé les mêmes problèmes environnementaux que Aubaie-de-Joinne. Pour le Québec, c'est des vérités que c'est dur à entendre. C'est dur à enseigner. Mettons, dans le ministère de l'Éducation, c'est dur de réformer l'histoire. Mais comment est-ce que toi, parce que tu as des adolescents en ce moment qui sont à l'école secondaire, c'est des vérités qu'ils ne l'entendent pas, mais probablement qu'ils vont l'entendre parce que toi, tu travailles beaucoup avec les Premières Nations, puis tu vas peut-être en parler dans les soupers de famille, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance de l'apprendre, les vérités. Mais comment est-ce que toi, tu t'identifies en tant que papa québécois et papa des adolescents? Oui. Non, moi, je suis leur beau-père. J'ai ce privilège-là d'être là puis de les écouter. Moi, ce qui me donne l'espoir, elles sont beaucoup plus ouvertes qu'on l'était peut-être à mon époque. On a découvert, tu sais, notre passé collectif, on dirait qu'on l'a redécouvert récemment là, dans les derniers mois, en tout cas à cause des pensionnats autochtones. Puis tout ça, on dit que je trouve qu'il y a comme une prise de conscience collective comme pays de notre histoire. Moi, je vais être honnête avec toi, John. Moi, on ne m'a jamais enseigné ça, cette partie-là de l'histoire. Et je la découvre, puis j'ai encore beaucoup à découvrir. Je n'ai pas la prétention... Mais vous, l'histoire? Êtes-vous un... Moi, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Puis c'est tout un pan d'histoire, là, je veux dire, Brad, que... Puis je le dis ouvertement, puis je l'ai dit au grand chef aussi, tu sais, par exemple, la question des pensionnats, moi, c'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné, puis c'est pas quelque chose qu'on m'a expliqué, puis c'est pas quelque chose qu'on m'a informé, tu sais, d'une certaine façon. Pensez-vous que ça a été caché volontairement par certaines personnes à une certaine époque? Je ne sais pas. Des fois, moi, j'assume pas toujours, tu sais, des fois qu'il y a un esprit là, machiavélique derrière tout ça. Non, mais souvent, je me dis, tu sais, d'abord, comment on enseigne l'histoire dans différentes périodes historiques, ça change souvent avec les époques. Tu sais, je pense que là, il y a une grande ouverture. Moi, j'ai été ministre des Affaires étrangères, je vois la même démarche en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique du Sud, tu sais, les peuples autochtones au niveau des Nations unies. Il y a comme une prise de conscience sociétale des enjeux autochtones, de la connaissance traditionnelle, avec les changements climatiques. Je sais pas. Il y a comme une nouvelle prise de conscience. Ça, puis peut-être qu'à certaines époques, c'était moins vrai pour toutes sortes de raisons que des historiens, des anthropologues seraient plus. Moi, j'ai un ami, Éric Bédard, qui est historien, qui me parlait souvent quand j'ai inauguré le pont Samuel de Champlain. Il m'avait éduqué sur la relation entre Samuel de Champlain et les Premières Nations à l'époque. Puis, il y a eu des périodes heureuses aussi dans cette relation-là qu'on peut apprendre. Oui, on les connaît. Et c'est vrai que moi, je me dis, pour répondre à ta question, John, ce que j'essaie de faire avec les filles, c'est d'abord, je les trouve beaucoup plus ouvertes qu'on l'était. Ils sont beaucoup plus... J'ai l'impression qu'ils ont un sens critique beaucoup plus
développer. Tu sais, eux, l'ouverture, la diversité, l'inclusion, on dirait que ça fait partie de leur ADN. Je les sens pour eux autres. C'est vrai, ça, les jeunes. Ben, moi, je sens ça. À la table, là, je les écoute, puis je les écoute, puis moi, j'apprends. J'apprends d'elles parce qu'il y a des choses qui me disent que je me dis, moi, dans un cas à 15 ans ou 16 ans, bientôt 17, je suis pas sûr que l'environnement dans lequel j'évoluais à l'époque, on était là. Non. Différentes époques, différents courants de pensée. Ce que je trouve positif aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'ouverture. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en vous, les jeunes, parce que je me dis, d'abord, je pense qu'on enseigne l'histoire différemment maintenant. Je pense. Je ne sais pas parce que je ne vois pas le cursus, mais j'ai vu les livres que les filles avaient, puis je me dis, c'est déjà beaucoup plus que ce que moi, on m'a enseigné. Puis je les sens, puis je te sens beaucoup plus intéressé à informer, à éduquer, à expliquer. Et ça, je pense que c'est positif pour l'avenir parce que, tu sais, la réconciliation, moi, j'ai toujours dit, c'est pas un acte du Parlement. C'est un cheminement qu'on doit faire ensemble. La réconciliation, c'est pas un jour où on va se lever et on va dire, bon, on vient de se réconcilier. C'est des investissements, c'est de l'écoute, c'est du respect, c'est du travail ensemble sur, je pense, une longue période de temps. Juste, je vais parler de 2 affaires historiques qui s'est passées. Mettons, quand on parle de la crise d'Oka, le contexte historique, le contexte culturel qu'il y a eu, la culture québécoise, je trouve qu'elle a évolué comparativement à récemment, il y a quelques années, dans la communauté Wet'suwet'en. Que là, je sentais qu'il y avait plus d'appui de la part des Québécois, que les Québécois comprenaient davantage les réalités des peuples autochtones. Puis c'était moins porté sur les réactions, c'était plus porté sur les réflexions, plus comme, comment je pourrais dire ça, mettons, à essayer de comprendre. Ben, c'est ça, la société a évolué. Moi, je me rappelle, dans la crise d'Oka, j'habitais, je pense, l'autre côté du pont. Hein. Je pense qu'il y avait un pont qui avait été bloqué, puis... Bon, merci. Oui, j'essaie de me rappeler. Je me rappelle de l'armée avait comme un... Tu sais, c'était une autre... Je pense que la façon d'approcher cette crise-là était fort différente d'aujourd'hui. C'est ça où je dis, d'une époque à l'autre, j'ose croire que l'humanité s'améliore, que les pensées évoluent, que l'ouverture est là. Puis tu as raison, je pense, John, je pense que les Québécois, les Québécoises, le pays au complet a développé une plus grande curiosité, d'abord, je pense, face au peuple autochtone, une plus grande compréhension de l'histoire, sans tout savoir, mais de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé, puis certainement un désir, moi je le sens, un désir de faire mieux. Et ça passe, moi je dis souvent, par des investissements. Je veux dire, les enjeux sont connus, là. C'est l'éducation, c'est le logement, c'est la santé, c'est les opportunités économiques pour les jeunes. Je veux dire, le constat dans plusieurs parties ou dans plusieurs communautés. Puis il faut faire une distinction aussi entre les communautés, je pense. Pas une distinction, mais moi, j'ai visité différentes communautés. Les besoins sont différents si tu es en région éloignée ou si tu es en milieu urbain ou semi-urbain. Et là, c'est là où il faut s'adapter à la... Tu sais, quand tu es à Obidjwan, c'est pas comme, je pense, les Hurons à Québec. Non, c'est très différent. Fait que c'est très... Ou à Wendake ou à nos amis ici... Wendat, puis il y a aussi les Abénakis, c'est ça. C'est très différent. Moi, quand je vais à Obidjwan, là, on est dans un lieu plus éloigné, plus de difficultés au niveau des opportunités économiques. Évidemment, on a la Syrie, mais c'est plus complexe aussi pour les soins, pour la santé, pour l'accompagnement. Bon, moi, j'ose croire que l'Internet haute vitesse qu'on va déployer ce qu'on s'est entendu avec le gouvernement du Québec, ça va aider parce que ça permet le télétravail, télémédecine, télééducation. Alors moi, j'y vois là un vecteur, une dorsale qui va permettre plus de développement et probablement une meilleure... plus d'opportunités. Moi, je suis toujours à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir plus d'opportunités. Le fait qu'on soit ensemble aujourd'hui, c'est quand même remarquable. Moi, je suis content de vous voir parce que je me suis dit, quand est-ce qu'on a fait ça? C'est nouveau. Ben oui. Ben, d'ailleurs, ça m'amène peut-être on va peut-être commencer à rapetisser un peu l'entonnoir parce que je pense que vous avez un horaire chargé aussi. Mais côté les arts, la culture, pour moi, moi, dans ma vie, ça a toujours été ça. La culture,
a passé par l'art. Tout mon apprentissage a passé par soit les livres, soit par les films qui se sont faits. Puis il n'y en a pas beaucoup là, des films. Tu sais, quand on parlait de la crise d'Oka, il y a un très bon film de 2 heures et plus qui relate tous les faits de la crise d'Oka qui a été fait par une Autochtone pendant la crise d'Oka. Pour moi, c'est la référence d'écouter ce film-là, de comprendre ce qui s'est passé, parce que moi, je suis né 3 ans après la crise d'Oka. Il y a des films aussi sur la nation Wendat que moi, je m'identifie là-dedans parce qu'on voit des anciennes méthodes d'artisanat. On comprend pourquoi les aînés faisaient l'artisanat, puis d'où ça vient, puis aussi l'art de teindre des poils d'orignal, puis de le faire à la même manière que les ancêtres le faisaient, puis de continuer de le transmettre aux jeunes. Ça, c'est un héritage, puis c'est de la culture, puis c'est comme ça que la culture Wendat reste vivante, par des objets qui ont été fabriqués. Comment vous... c'est quoi votre projet, votre plan pour les arts? Parce que là, présentement, c'est extrêmement difficile avec les plateaux de tournage, avec la COVID, avec aussi Netflix qui est là. Il y a beaucoup d'enjeux qui s'en viennent pour les gens qui travaillent dans le milieu des arts. Comment vous voyez cet aspect-là? Bien, moi, je pense qu'on a fait un pas avec les langues autochtones. Puis je vais revenir aux arts, mais je mets ça là-dedans un peu parce qu'on parle de culture, on parle de langue, puis évidemment, ça s'exprime aussi au niveau de l'art, mettons de l'art plastique ou de... moi, je pense que la reconnaissance d'abord de cette richesse-là culturelle, c'est un grand pas. Tu sais, de dire qu'il y a toute une richesse culturelle au niveau des langues, de l'apprentissage ancestral. Maintenant, comment préserver, parce que c'est vraiment ça ton point, c'est de dire il y a toute cette connaissance-là, certainement, nous, je pense que comme gouvernement, on a fait des investissements qui facilitent ça pour donner des opportunités. Tu sais, quand on a reconnu qu'on pouvait, à la Chambre des communes, par exemple, intervenir dans je ne me rappelle pas combien de langues autochtones canadiennes, là, mais un grand nombre, tu sais, c'est quand même, c'est tout un pas. Là. Je veux dire, qui aurait dit qu'un jour au Parlement, on pourrait parler Atikamekw, si on le voulait, ou Mohawk, ou une langue Wendat. Alors ça, pour moi, ça nous amène là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je pense que dans la plateforme culturelle qu'on a mis de l'avant, on donne beaucoup plus de place à la tradition autochtone ou à l'art autochtone chez nous. Je ne pense pas qu'à l'époque, souvent ce qu'on va faire pour essayer de favoriser, c'est qu'on va s'assurer qu'on laisse des sommes disponibles pour ce segment-là des arts. Parce que souvent, quand tu as une enveloppe qui couvre tout, bien, ça va être pris par d'autres formes d'art. C'est arrivé aussi. Et là, ce qu'on essaye de faire souvent, puis je ne dis pas que c'est parfait, là, mais ce qu'on essaye de faire souvent, c'est de garder, par exemple, des fonds dédiés. Tu sais, s'il y a un fonds de, je ne sais pas moi, 100 millions, ben on va dire il y a 20 millions qui va rester quand même dédié à l'avancement des cultures autochtones ou de l'art ou des langues. Oui, puis je pense que c'est la façon de faire parce que sinon, les demandes qui viennent vont être... sont en compétition avec les autres parce que dans ces programmes-là, souvent, il y a plus de demandes qu'il y a de fonds disponibles. Alors, la façon de le faire, c'est d'avoir des fonds dédiés. Et je pense qu'on l'a fait en matière d'infrastructure. Je pense qu'au niveau des arts, c'est une des façons. Je ne dis pas que c'est la seule façon, mais c'est certainement une des façons d'aider. Super. Avais-tu une autre question? Non, je pense que non. Moi, j'ai une dernière petite question. Vas-y, Brad. C'est un peu spécial. On va flyer un peu, là, mais je trouve que c'est une belle manière de terminer. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe avec Elon Musk puis la quête spatiale pour Mars et pour amener la vie humaine sur une autre planète? Bien, moi, ça m'a toujours intéressé. Puis là, je parle à titre personnel. Quand je regarde les étoiles, quand je regarde le ciel, j'ai de la difficulté à me convaincre qu'on serait la seule espèce vivante, après ça, dans la Voie lactée ou dans l'univers. Je me dis, il doit y avoir une autre forme. Je ne sais pas quelle forme. Alors, je pense que ça fait partie de l'ADN de l'humain de vouloir découvrir, d'aller au-delà des frontières. On l'a vu quand on disait à l'époque qu'on s'en allait vers l'Ouest. Ça fait partie de l'ADN des gens de mieux comprendre, de découvrir. On l'a fait quand on est allé sur la Lune. Là, vous savez qu'on aura 2 Canadiens qui vont être en orbite sur la Lune. Ça, c'est la première fois. Il va y avoir la deuxième personne qui va pouvoir aller en orbite sur la Lune. En termes de nationalité, il y avait juste les Américains. La prochaine nationalité, ça va être un Canadien ou une Canadienne. C'est quand même une avancée qu'on a faite parce qu'on a un programme spatial. Puis j'encourage les jeunes autochtones parce qu'il y a certainement, tu sais, la lecture du ciel, là,
je pense qu'il y a des ancêtres qui savaient mieux lire le ciel. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la culture, ça aussi. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue de voir... je pense que la science, l'innovation, cette recherche-là de mieux comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de la frontière, ça nous a souvent amenés plus loin. Puis souvent, moi, je dis souvent aux gens, les technologies qu'on a, je vais vous donner un exemple bien concret. Hein? On veut flyer, puis on va retomber sur Terre. Un micro-ondes. Ben, le micro-ondes, ça a été inventé parce qu'il y a eu un programme spatial, parce que c'était comme ça qu'on réchauffait les repas dans l'espace. Là, il y a des gens qui sont en train de regarder comment on pourrait faire de la fabrication en apesanteur avec des retombées potentielles ici sur Terre. Alors, moi, je suis content parce que je vois le GPS. Prenons le GPS encore là. Ouais. Quand tu vas à Wemontassia, Béjouane, pour ceux qui ne sont pas allés, c'est le fun d'avoir un GPS des fois pour savoir t'es où sur la carte. Bon, nous autres, on n'a pas besoin parce qu'on a un CB et on se parle. Mais quand tu t'en vas là, mais ça, c'est une technologie qui a été inventée dans le cadre du programme spatial. Alors, moi, j'y vois là une façon d'avancer comme humanité. Puis moi, ça m'intéresse. Ça m'intrigue, ça m'intéresse, ça m'allume parce que je me dis, wow, je regarde en haut puis je me dis, il y a certainement quelque chose à découvrir. Puis ça va être à vous autres de le découvrir. Mais je pense qu'il y a une chose que je constate, puis ça, c'est pour les jeunes. Science, tout ce qui est science, intéressez-vous parce que moi, ce que je vois, c'est que l'humanité avance à une vitesse exponentielle. Écoutez, moi, j'ai 51 ans. Là. Quand j'ai commencé, il n'y avait ni Netflix, il n'y avait ni computer, il n'y avait ni Internet, il n'y avait ni téléphone intelligent, puis la télé chez nous est en noir et blanc. Puis vous me regardez, là, je n'ai pas l'air si vieux que ça. Alors, je me dis, c'est quoi le monde dans 50 ans? Je ne sais pas, mais la meilleure façon d'y penser, c'est de penser exponentielle. Puis imaginez à quelle vitesse ça va présentement. On parle des véhicules autonomes, on parle du supersonique. Alors, moi, je pense que 3 choses que je vous laisserais. D'abord, saisir l'opportunité. Moi, je pense que pour les jeunes, il n'y a jamais eu un meilleur moment dans l'humanité de repenser ce qu'on a. Tu as parlé des changements climatiques, tu as parlé de ce qu'on voulait faire. Je pense qu'il y a une place qui est donnée aux jeunes et aux Autochtones comme jamais à date, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Soyez ambitieux. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous freiner à être les meilleurs. Puis troisièmement, moi, j'espère qu'on va continuer ensemble puis qu'on va avoir la chance de se revoir. Vous serez toujours les bienvenus. Super. Oui. Miigwech. Très apprécié. J'ai hâte de vous revoir. Tiawink, merci beaucoup. François-Philippe Champagne, puis John. Kukuchi. C'est quoi ça veut dire, Kukuchi? Kukuchi, dans le fond, ça vient de... Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça vient de la famille des porcs épics. Nous autres, dans Atikamekw, on dit coq. Okay. Fait que K-A-K-W. Fait que c'est comme une tribu... une famille. Oui, une famille. Ah, intéressant. Vous en savez plus? Je sais pas si c'est. Toi, Brad, c'est quoi ton nom de famille? Gros Louis. Mandou, les Gros Louis, l'histoire, c'est on a un ancêtre qui était Wendat, qui est venu de l'Ontario jusqu'à Québec. Puis tout de suite, au début, il y a 360 ans à peu près, quand on s'est installé à Québec, il y en a un qui a été nommé Louis. Puis il a été nommé Gros Louis, sûrement parce qu'il était gros. Puis il y avait Petit Louis aussi. Et moi, je suis descendant de Gros Louis. Sur 10 ou 12 générations, jusqu'à moi. Ça a toujours resté des Gros Louis. Il y a beaucoup de gens à Wendake, vu qu'il y a eu beaucoup de métissage, qui sont devenus, par exemple, les Savard. Savard, c'est pas un nom qui est Wendat à la base, vu que ça a été un mariage avec une femme Wendat puis un Québécois Savard, mais ça a été reconnu que le clan Savard, aujourd'hui, est Wendat. Mais il y a plusieurs choses comme ça qui se sont passées, mais on est tous des noms français, nous, aujourd'hui, à Wendake. On n'a pas des noms comme... je pense qu'il y a beaucoup chez les Atikamekw aussi, il y en a beaucoup de noms en français. Oui, comme Petit Coué, par exemple, j'avais entendu que ça venait de Pijikou. C'est là, je peux pas faire. Pijou, c'est le lynx. Pijou, c'est comme c'est ça, c'est des familles reliées aux animaux. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Non, c'est intéressant. Champagne, d'après moi, ça vient de la France. Je sais pas mal sûr, d'après moi, ça ressemble à ça. John, bravo. Merci. Puis merci aussi à toi. Puis j'espère que tu vas revenir. Puis j'espère aussi que on va le faire ensemble. C'était le fun. Merci, Brad. Merci, John. À bientôt. À bientôt.